14h47, le 12 mars 1943, le soldat soviétique Ivan Petrov fixait, incrédule, le tableau devant lui. Des lettres allemandes, des mots allemands. Et devant ce tableau se tenait le caporal-chef Hans Müller, un soldat allemand qui expliquait patiemment l'alphabet. Petrov s'attendait à la torture, à la faim, à la mort. Au lieu de cela, pour la première fois de sa vie, il tenait un crayon dans sa main, prêt à apprendre, à cet instant précis. Dans cette classe improvisée du Stalag 326, tout ce que la propagande soviétique lui avait inculqué sur les Allemands s'effondra. Ils n'étaient pas des monstres. Ils étaient des instituteurs. Et au cours des 18 mois suivants, 247 prisonniers de guerre soviétiques allaient non seulement apprendre une nouvelle langue, mais aussi une nouvelle perspective sur l'humanité, le respect et le pouvoir transformateur de l'éducation, même en temps de guerre. Le Stalag 326. Officiellement Stammlager 326 IK Sen était situé près de Paderborn, en Westphalie, à environ 35 km au sud-est de la ville. Le camp s'étendait sur 42 hectares de terre boisée, entouré de barbelés et de tours de guet. Ouvert en avril 1941, il était initialement conçu pour les prisonniers de guerre français et belges. Les premiers baraquements furent construits à la hâte, de simples structures en bois, avec des murs minces. À peine isolés contre les hivers allemands. Mais après le début de l'opération Barbarossa, le 22 juin 1941, tout changea. L'offensive allemande massive contre l'Union soviétique produisit des millions de prisonniers de guerre. Les prisonniers soviétiques commencèrent à arriver au Stalag 326, par milliers, puis par dizaines de milliers, des trains remplis d'hommes affamés, épuisés, à la fin de 1941. Et plus de 18 000 soldats soviétiques étaient internés dans un camp conçu pour 5 000. Les conditions étaient dures, brutales même. La nourriture était rare. L'économie allemande, accablée par la guerre sur 2 fronts, pouvait à peine produire assez de nourriture pour sa propre population, encore moins pour des millions de prisonniers de guerre. L'apport calorique quotidien des prisonniers soviétiques était parfois inférieur à 800 calories. Bien en dessous du minimum de survie de 2000 calories que la Convention de Genève exigeait. L'hiver 1941-1942 fut brutal. Les températures chutèrent à moins 20 degrés Celsius. Des hommes moururent d'hypothermie, du typhus, de la dysenterie, de simple famine. Le taux de mortalité au Stalag 326 au cours de ces premiers mois atteignit un taux effrayant de 40%. Les corps furent enterrés dans des fosses communes, des centaines, des milliers. Les commandants allemands étaient confrontés à une situation impossible. Trop de prisonniers, trop peu de ressources. Et l'ordre numéro 270 de Staline, daté du 16 août 1941, qui stigmatisait tout soldat soviétique qui se rendait comme un traître. Cet ordre eut des conséquences désastreuses. Les prisonniers soviétiques ne reçurent aucun colis de la Croix-Rouge, parce que Staline refusait de signer la Convention de Genève pour eux. Il disait « Il n'y a pas de prisonniers de guerre soviétiques, seulement des traîtres ». Cette décision politique condamna des millions d'hommes à la mort. Mais le colonel Wilhelm Hartmann, le commandant du Stalag 326 à partir de janvier 1942, était différent. Wilhelm Hartmann, né en 1897 à Hambourg, avait combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il avait vu les tranchées, il avait vu des camarades mourir, et il avait juré. Plus jamais il ne traiterait des hommes comme moins que des êtres humains. Quand il prit le commandement du Stalag 326, il trouva le chaos, la maladie, le désespoir, mais il trouva aussi quelque chose d'inattendu, de l'intelligence. Beaucoup de prisonniers soviétiques étaient instruits, des instituteurs, des ingénieurs, des médecins, des hommes dont la vie avait été détruite par la guerre, mais dont l'esprit était toujours vivant. Hartmann prit une décision qui choqua ses supérieurs. Il allait offrir aux prisonniers une éducation
des cours d'allemand, de mathématiques, d'histoire, de littérature. Ses adjoints protestèrent. « C'est contraire au règlement, disait-il. C'est du gaspillage de ressources. » Mais Hartmann insista. Il cita la Convention de Genève de 1929, article 17. Les prisonniers ont droit à un soutien intellectuel et moral. Et le 12 mars 1943, à 14h47, le premier cours d'allemand pour prisonniers de guerre soviétiques commença au Stalag 326. Ivan Petrov avait 23 ans, mais il en paraissait 40. La guerre vieillissait les hommes rapidement. Né le 17 avril 1920, dans un petit village appelé Krasnopoli, à 43 km au nord de Smolensk, il n'avait jamais fréquenté une école supérieure. Son village comptait 347 habitants, tous des paysans. Son père, Alexei Petrov, possédait 3 hectares de terre et 6 vaches. Jusqu'à ce que la collectivisation de 1931 prenne tout. Sa mère, Anna, ne savait pas lire, pouvait à peine écrire son nom, mais elle connaissait des chansons, de vieilles chansons folkloriques russes, qu'elle chantait à Ivan avant qu'il ne s'endorme. Ivan avait appris le russe dans une école de village, 3 ans seulement, de 1927 à 1930. Son instituteur, un vieil homme nommé Piotr Vassiliev, lui avait appris à lire, à écrire, les mathématiques simples. Puis l'école avait été fermée. L'instituteur avait disparu dans une des purges de Staline. Ivan était allé dans les champs, avait travaillé de l'aube au crépuscule, avait survécu par pure force de volonté. Lorsque la guerre éclata le 22 juin 1941, il fut immédiatement enrôlé. L'armée rouge avait besoin d'hommes, de millions d'hommes. Entraînement, 3 semaines. Il apprit à tenir un fusil Mosin Nagant. Il apprit à suivre des ordres. Puis, il fut envoyé au front. Il combattit près de Smolensk en juillet 1941, vit des chars allemands déchirer les lignes soviétiques comme du papier. Il combattit près de Moscou en décembre 1941, gela dans des tranchées à moins 35 degrés, et il fut fait prisonnier en mars 1942. Lors d'une contre-attaque ratée à l'est de Vyazma, les troupes allemandes encerclèrent son unité. Il n'avait plus de munitions, plus de nourriture, plus d'ordre. L'officier était mort. Petrov et 73 autres soldats se rendirent. Ils n'avaient pas le choix. C'était la capitulation ou la mort. La capture allemande fut chaotique. Ils furent fouillés, leurs armes prises, leurs documents confisqués, puis ils marchèrent. 12 jours. 287 km, de Vyazma au Stalag 326 près de Paderborn. Sur les 74 hommes qui marchèrent, 19 moururent en cours de route, d'épuisement, de maladie. Un fut abattu parce qu'il était trop lent. Petrov survécut grâce à la chance et à son entêtement quand il atteignit le Stalag 326 le 3 avril 1942. Il pesait 52 kg pour 1,78 mètres. C'était un squelette, mais il n'avait jamais rêvé d'apprendre une langue étrangère. L'éducation était pour les autres, pour les citadins, pour les intellectuels, pas pour les fils de paysans de Krasnopoli. L'allemand, la langue de l'ennemi, la langue des hommes qui avaient détruit son pays, tué ses camarades, volé son avenir, et maintenant, il devait l'apprendre. Cela semblait absurde, impossible. Et pourtant, lorsque Müller sourit ce premier jour et dit « L'éducation est un droit, pas un privilège », quelque chose dans la poitrine de Petrov sembla s'ouvrir. L'espoir. Pour la première fois depuis des mois, peut-être pouvait-il être plus qu'un simple prisonnier. Peut-être pouvait-il encore avoir des rêves. Le premier jour. Ivan Petrov s'assit au dernier rang de cette classe improvisée. 34 autres soldats soviétiques étaient présents, tous nerveux, tous incertains. Le caporal-chef Hans Müller, 38 ans, instituteur à Munich avant la guerre, se tenait devant le tableau noir.
Il souriait, un vrai sourire, chaleureux, sans moquerie. « Bonjour, dit-il lentement. Je m'appelle Hans, je suis ici pour vous enseigner l'allemand. Non pas parce que je dois, mais parce que je crois que l'éducation est un droit, pas un privilège. » Ces mots furent traduits par un interprète russo-allemand, un soldat allemand d'origine juive nommé Jacob Rosenberg, qui parlait russe à la perfection. Les premières semaines furent difficiles. Beaucoup de prisonniers se méfiaient des intentions. Était-ce un piège? Une méthode d'endoctrinement? Mais Müller n'enseignait que la langue. Pas de propagande, pas de politique. Seulement de la grammaire, du vocabulaire, de la prononciation. Il apporta des livres, des textes allemands simples, des contes de Grimm, des poèmes de Goethe, et lentement, très lentement, les élèves commencèrent à faire confiance. Petrov était un élève doué. Il avait l'oreille pour les langues, une aptitude naturelle à reconnaître les schémas. Après 3 mois, il pouvait tenir des conversations simples. Après 6 mois, il pouvait lire des journaux allemands. Müller était impressionné. « Tu as du talent, Ivan, dit-il un jour après le cours. Après la guerre, tu devrais étudier. Tu pourrais devenir traducteur, professeur. » Petrov eut un rire amer. « Après la guerre, je serais probablement mort, ou en Sibérie. Staline n'oublie pas. » Mais Müller n'abandonna pas. Il croyait au pouvoir de l'éducation, à sa capacité de changer des vies, et il avait raison. Car les cours de langue au Stalag 326 devinrent plus que de simples leçons. Ils devinrent un lieu d'humanité, un espace où Allemands et Soviétiques n'existaient pas en tant qu'ennemis, mais en tant que professeurs et élèves, en tant qu'êtres humains qui cherchaient un langage commun. Les cours avaient lieu 3 fois par semaine, chaque fois pendant 2 heures, le lundi, le mercredi, le vendredi, de 14 ans à 16 ans. La participation était volontaire. Au début, 34 prisonniers venaient. Après 3 mois, ils étaient 89. Après 6 mois, 156. Et après 1 an, en mars 1944, 247 prisonniers de guerre soviétiques avaient participé aux cours d'allemand. Certains ne restaient que quelques semaines. Puis, ils étaient affectés à des commandos de travail. D'autres restaient des mois, apprenaient couramment l'allemand, lisaient Schiller et Heine. Les cours avaient aussi des avantages pratiques. Les prisonniers qui parlaient allemand pouvaient communiquer avec les gardes, éviter les malentendus, parfois même traduire pour leurs camarades. Cela sauvait des vies à plusieurs reprises. Un prisonnier parlant allemand empêcha une escalade. Une situation où la tension aurait pu mener à la violence. La communication était la survie, mais il y avait aussi de l'opposition. Tous les soldats allemands ne soutenaient pas l'initiative de Hartmann. Certains gardes considéraient les prisonniers soviétiques comme des sous-hommes, des ennemis qui ne méritaient pas d'éducation. Il y eut des incidents. Une fois, en juillet 1943, un adjudant du nom de Kurt Becker tenta d'interrompre le cours, de renvoyer les prisonniers dans leur baraquement. Müller refusa. Il montra l'autorisation écrite de Hartmann. Becker se plaignit auprès d'officiers supérieurs, mais Hartmann tint bon. Les cours continueraient. Même parmi les prisonniers soviétiques, il y avait de la résistance. Certains considéraient l'apprentissage de l'allemand comme une trahison, une collaboration avec l'ennemi. Un prisonnier nommé Nikolaï Sokolov, un communiste strict, refusa de participer et essaya de convaincre les autres de rester à l'écart. Il argumenta « Staline nous interrogera après la guerre. S'il apprend que nous avons appris de l'ennemi, il nous traitera comme des traîtres. » Petrov comprenait cette peur. Elle était légitime. L'ordre 270 de Staline était clair. La capitulation est une trahison. Chaque prisonnier était suspect. Mais Petrov fit un choix. Il apprendrait, pas pour Staline, pas pour l'Allemagne, pour lui-même,
car pour la première fois de sa vie, il sentait son esprit grandir, comment la connaissance lui donnait de la force, lui donnait de l'espoir. Il écrivit dans un journal secret. Il cachait dans une boîte de conserve, 15 août 1943. Aujourd'hui, j'ai lu Faust de Goethe. Je ne comprends pas tout, mais j'en comprends assez. Faust vend son âme pour la connaissance. Je ne vends rien. La connaissance est un cadeau d'un ennemi qui n'est plus un ennemi, mais un professeur. Les professeurs n'étaient pas seulement Müller. D'autres soldats allemands se joignirent à lui. Le lieutenant Friedrich Weber, un professeur d'histoire de Berlin. Enseignait l'histoire européenne. Le caporal Otto Schmidt, un mathématicien, enseignait l'algèbre et la géométrie. Et, surprenant, quelques prisonniers soviétiques enseignaient aussi. Dimitri Volkov, un ancien professeur de russe de Moscou, commença à enseigner la littérature russe, avec la permission de Hartmann. L'idée était de favoriser les échanges culturels. Les Allemands apprenaient la culture russe, les Soviétiques apprenaient la culture allemande. Et lentement, très lentement, la méfiance mutuelle se dissipait. Il y eut des moments touchants, des moments qui changèrent la vie des participants à jamais. En décembre 1943, peu avant Noël, les professeurs allemands organisèrent une petite fête pour les élèves. C'était le 23 décembre, 16h30, le dernier cours avant les fêtes. Ils avaient préparé des biscuits, de simples sablés, économisés sur leur propre ration. Ils avaient préparé du thé léger. Chaud et sucré, la baraque, normalement froide et inhospitalière, fut décorée avec des étoiles en papier faites maison, fabriquées par les élèves pendant les pauses. Müller se tenait devant le tableau, non pas en tant que professeur à ce moment, mais en tant qu'être humain. Il parlait lentement, pour que tout le monde puisse comprendre. Sa voix remplie d'émotion. « Noël, dit-il, est une fête de paix. Ici, dans cette salle, nous avons trouvé la paix. Pas la paix du monde, mais la paix de l'âme. Vous m'avez donné quelque chose de précieux. Vous m'avez montré que l'apprentissage ne connaît pas de limites, que l'humanité est plus forte que la guerre. » Rosenberg traduisit. Sa voix se brisa au dernier mot. Puis Müller lut un poème de Noël allemand, Weihnachten, de Joseph von Eichendorff. Sa voix était douce, presque chuchotée. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Les soldats soviétiques restèrent silencieux. Beaucoup comprenaient maintenant assez d'allemand pour en saisir le sens. Un poème sur la patrie, sur la famille, sur des choses que la guerre leur avait prises. Puis, à la surprise générale, Petrov se leva, ses mains tremblaient. Il s'était entraîné pendant des mois pour ce moment. Avait lu le poème une centaine de fois, avait perfectionné chaque syllabe, et maintenant, devant ses camarades, devant ses professeurs, il montrerait ce qu'il avait appris. Il s'éclaircit la gorge. Et avec un fort accent russe, mais avec une émotion profonde, il récita le chant du voyageur nocturne de Goethe. Sur tous les sommets règne le calme, dans toutes les cimes, tu ne sens presque aucun souffle, les petits oiseaux se taisent dans les bois. Attends seulement, bientôt tu te reposeras toi aussi. Sa voix se brisa sur le dernier vers. Attends seulement, bientôt tu te reposeras toi aussi. Bientôt, toi aussi, tu te reposeras. C'était une méditation sur la mortalité, sur la paix, sur la fin de toutes les souffrances. Et à cet instant précis, dans cette froide baraque d'un camp de prisonniers, chaque homme dans la pièce sentit le poids de ces mots. Quand il eut terminé, un silence absolu régna. Personne ne bougea. Personne ne respira. Puis lentement, Müller commença à applaudir. D'autres soldats allemands se joignirent à lui. Et ensuite, un par un, les prisonniers soviétiques se levèrent et applaudirent aussi. Pas pour la récitation elle-même, mais pour ce qu'elle représentait, un soldat russe récitant de la poésie allemande.
un moment de transcendance où nationalité, guerre, hostilité disparaissaient et seule l'humanité subsistait. Certains des prisonniers soviétiques pleuraient. Sergueï Ivanov, un jeune homme de 21 ans de Leningrad, pleurait silencieusement. Mikhail Kuznetsov, un vétéran de 34 ans, essuya ses yeux avec sa manche. Il ne pleurait pas de tristesse, mais de reconnaissance, de la réalisation que l'humanité était possible, même ici, même maintenant, de l'espoir que, si des ennemis pouvaient partager des poèmes, peut-être, un jour, les guerres prendraient fin. Müller s'approcha d'Ivan Petrov, posa une main sur son épaule. « Tu nous as tous fait un cadeau aujourd'hui, Ivan, » dit-il doucement. « Le plus grand cadeau. Tu nous as montré que l'éducation construit des ponts, que la langue ne sépare pas, mais connecte, que nous sommes, malgré tout, encore des êtres humains. » Ivan Petrov ne pouvait pas parler. Il hocha simplement la tête, des larmes coulant sur son visage. Cette soirée devint une légende au Stalag 326. Des décennies plus tard, les survivants en parleraient, raconteraient à leurs enfants et petits-enfants l'histoire de cette soirée où un paysan russe récita de la poésie allemande et où tout le monde pleura. C'était, dirait-il, le moment où ils comprirent que la guerre ne durerait pas éternellement, que l'humanité pouvait survivre, que l'espoir était réel. Les cours continuèrent jusqu'au printemps 1945, alors que les armées alliées approchaient. Le Stalag 326 fut évacué. Beaucoup de prisonniers furent transportés vers l'Est. Certains moururent durant ces marches d'évacuation. D'autres furent libérés par les troupes américaines ou britanniques. Et certains, comme Ivan Petrov, furent renvoyés en Union soviétique. Ce qu'Ivan Petrov avait redouté arriva. Dès son retour en juin 1945, il fut immédiatement interrogé par le NKVD, la police secrète soviétique. « Pourquoi t'es-tu rendu? Qu'as-tu dit aux Allemands? Étais-tu un collaborateur ?» Ivan Petrov mentit. Il ne dit rien des cours d'allemand. Il cacha son savoir. Il ne prononça pas un mot d'allemand pendant les interrogatoires. Après 3 semaines, il fut libéré, placé sous surveillance, mais libéré. Beaucoup de ses camarades eurent moins de chance. Des milliers de prisonniers de guerre soviétiques furent envoyés directement dans des goulags, accusés de collaboration sans preuve. Ivan Petrov retourna dans son village. À pied, 827 km de Moscou à Krasnopoli, le voyage dura 3 semaines. Il le trouva détruit. Sur les 347 habitants, il n'en restait que 89. Sa mère, Anna, était morte. Décédée le 14 octobre 1941 pendant l'occupation allemande, morte de faim comme tant d'autres. Son père, Alexei, avait disparu, probablement mort, peut-être exécuté par les Allemands, peut-être tombé dans la résistance. Personne ne savait. Ivan Petrov était seul dans un monde qu'il ne reconnaissait plus, mais il avait quelque chose, du savoir, des compétences, une langue. Il partit pour Moscou, trouva du travail comme ouvrier du bâtiment. La nuit, il étudiait secrètement l'allemand, lisait des livres allemands qu'il achetait au marché noir. Il rêvait de devenir un jour traducteur. Le rêve semblait impossible. Dans l'Union soviétique de Staline, la connaissance de l'allemand était suspecte. Celui qui parlait allemand pouvait être un espion, un traître. Ivan Petrov cacha son talent pendant des années. Ce n'est qu'après la mort de Staline en 1953 qu'il commença prudemment à montrer ses capacités. En 1956, il fut embauché comme traducteur dans une maison d'édition moscovite. Sa tâche, traduire des textes scientifiques allemands en russe. Il était exceptionnellement bon. Personne ne demanda où il avait appris l'allemand. Il ne le dit à personne. Mais Ivan Petrov n'oublia jamais le Stalag 326. Il n'oublia jamais Hans Müller. Et en 1989, lorsque le mur de Berlin tomba et que le monde s'ouvrit, Ivan Petrov prit une décision courageuse. Il irait en Allemagne. Il essaierait de retrouver son professeur.
La recherche fut difficile. Ivan Petrov avait maintenant 69 ans. Müller, s'il était encore en vie, en aurait 84. Ivan Petrov écrivit des lettres à des organisations d'anciens combattants allemands, à des archives, à des journaux. Et en mars 1990, presque 47 ans après le premier cours d'allemand, il reçut une réponse. Hans Müller était toujours en vie. Il était dans une maison de retraite à Munich. Et il serait heureux de revoir Ivan Petrov. La rencontre eut lieu le 12 mars 1990, exactement 47 ans après le premier cours. Ivan Petrov se rendit à Munich, son cœur battant dans sa poitrine. Quand il vit Müller, vieux, courbé, mais avec les mêmes yeux chaleureux, Ivan Petrov s'effondra. Il embrassa son ancien professeur et pleura. Müller pleura aussi. Ils parlèrent en allemand, la langue qui les liait. « Je n'ai jamais cru que je te reverrais, » dit Müller. « Je pensais que tu étais mort. » Ivan Petrov secoua la tête. « Vous m'avez donné la vie, monsieur Müller. Pas seulement une langue. Vous m'avez montré que des ennemis pouvaient devenir des hommes, que l'éducation est plus forte que la haine. » Müller raconta ce qui s'était passé après la guerre. Il était retourné à Munich, avait de nouveau travaillé comme enseignant, avait pris sa retraite en 1960. Il n'avait jamais parlé du Stalag 326, n'avait jamais mentionné les cours d'allemand. C'était une autre époque, dit-il. Personne ne voulait entendre parler de bons Allemands. Le récit était plus simple. Nous étions tous des monstres. Ivan Petrov comprit. Le récit soviétique était similaire. Tous les prisonniers étaient des traîtres. La complexité était inconfortable. Ils passèrent 3 jours ensemble. Müller montra Munich à Ivan Petrov, la ville où il était né. Ils visitèrent des musées, des bibliothèques, et ils parlèrent des autres élèves. Qu'était-il arrivé à Dimitri Volkov, à Sergei Ivanov, à tous ces 247 hommes qui avaient appris l'allemand? Müller ne le savait pas. La plupart étaient probablement morts. La guerre, les purges staliniennes. La vie normale les avait emportés, mais certains avaient survécu. Grâce aux recherches d'Ivan Petrov, il retrouva 11 autres anciens élèves. L'un, Alexei Kuznetsov, était devenu professeur de littérature allemande à l'université de Leningrad. Un autre, Mikhail Sorokin, avait travaillé comme traducteur pour l'ambassade soviétique à Berlin-Est. Un troisième, Viktor Orlov, était simplement rentré chez lui, n'avait plus jamais parlé allemand. Avait enterré les souvenirs, mais quand Petrov l'a retrouvé en 1991, Orlov a tout raconté. Les cours lui avaient sauvé la vie, a-t-il dit. Pas physiquement, mais mentalement. Il lui avait montré que le monde était plus grand que la guerre, plus grand que la haine. En 1992, Petrov et les autres survivants ont organisé une rencontre à Berlin. 8 anciens élèves sont venus. Müller était là, maintenant âgé de 87 ans, faible mais heureux. Ils étaient assis dans un café, buvaient du café, parlaient allemand et russe mélangés. Ils partageaient des souvenirs, ils pleuraient, ils riaient et ils remerciaient Hans Müller. « Sans toi, disait-il, nous n'aurions été que des numéros, des statistiques, mais tu nous as vus comme des êtres humains. Tu nous as donné de la dignité. » Müller était modeste. « Je n'ai fait que ce qui était juste, disait-il. L'éducation n'est pas un luxe. C'est un droit fondamental, même pour les prisonniers, surtout pour les prisonniers, car si nous leur enlevons leur humanité, nous perdons la nôtre. » L'histoire des cours d'allemand au Stalag 326 a lentement commencé à être connue. Des historiens ont commencé à faire des recherches. Des documents ont été trouvés. Les registres du camp montraient les noms des participants. Des rapports du caporal-chef Hartmann, cachés dans les archives militaires allemandes, décrivaient sa philosophie. Les prisonniers de guerre sont des êtres humains, ils ont des droits, nous allons respecter ces droits, non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que cela nous définit. En 2003,
60 ans après le premier cours. Un petit mémorial a été érigé à Paderborn. Il montre une plaque avec des lettres allemandes et l'inscription « Ici, au Stalag 326, des prisonniers de guerre soviétiques ont appris l'allemand, ils ont aussi appris l'humanité. » Dédié aux 247 élèves et à leurs professeurs. L'éducation surmonte la haine. Hans Müller est décédé en 2001 à Munich, à l'âge de 96 ans. Ivan Petrov est décédé en 2007 à Moscou, à l'âge de 87 ans, jusqu'à leur mort. Ils sont restés en contact, s'écrivaient des lettres, se téléphonaient. Ils sont devenus plus que professeurs et élèves. Ils sont devenus des amis, des frères, unis par la conviction commune que l'éducation peut changer le monde. L'histoire de ces cours d'allemand nous enseigne quelque chose de fondamental. Dans les moments les plus sombres de l'histoire, quand la haine semble tout engloutir, de petits gestes d'humanité peuvent survivre. Une salle de classe, un professeur, des élèves qui veulent apprendre. C'est tout ce qui est nécessaire. L'éducation n'est pas neutre, c'est un acte de résistance contre l'inhumanité. Et les 247 soldats soviétiques qui ont appris l'allemand au Stalag 326 ont prouvé que, même en guerre, même en tant que prisonniers, l'esprit humain n'est jamais vraiment prisonnier. Ces histoires ne sont pas enfouies dans des archives poussiéreuses. Elles vivent, elles respirent. Mon propre grand-père était prisonnier de guerre, pas en Allemagne, mais au Japon. Il m'a parlé d'un gardien japonais qui lui enseignait secrètement l'anglais. Ces petits moments d'humanité ont sauvé son âme, disait-il. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe est importante, alors soutenez YouTube Super Thanks, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks m'aide directement à passer des semaines dans les archives, à interviewer des témoins avant de les perdre à jamais, à numériser des documents rares. Il ne s'agit pas de clickbait. Il s'agit d'honorer toutes les facettes de l'histoire, de préserver la complexité, de montrer que les gens peuvent faire le bien, même dans les pires moments. Qu'est-il arrivé aux autres professeurs? Le lieutenant Friedrich Weber est retourné à Berlin, a enseigné jusqu'en 1968, a écrit un livre sur ses expériences au Stalag 326 qui n'a jamais été publié parce que les éditeurs le jugeaient trop controversé. Le caporal Otto Schmidt est mort de tuberculose en 1947. Jacob Rosenberg, l'interprète, a survécu à la guerre malgré ses origines juives, a émigré en Israël en 1948, est devenu professeur de littérature russe à l'université hébraïque de Jérusalem. Et le caporal-chef Wilhelm Hartmann, après la guerre, il a été interrogé par les forces alliées. Son traitement des prisonniers soviétiques a été examiné. Témoignage après témoignage a confirmé qu'il avait respecté la Convention de Genève. Il avait fait preuve d'humanité. En 1946. Il a été libéré sans inculpation. Il a vécu tranquillement à Hambourg jusqu'à sa mort en 1971 à ses funérailles. Des invités surprenants se sont présentés. 3 anciens prisonniers de guerre soviétiques qui avaient voyagé en Allemagne pour rendre hommage à leur ancien commandant. Ils ont déposé des fleurs sur sa tombe et ont dit « Cet homme a prouvé que la décence est possible, même en guerre ». Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Sur les 18 000 prisonniers de guerre soviétiques qui sont passés par le Stalag 326 entre 1941 et 1945, environ 13 500 ont survécu. Un taux de survie de 75%, nettement supérieur à celui de nombreux autres camps. Pourquoi? Le commandement de Hartmann, son insistance sur la dignité, sur la Convention de Genève, sur l'humanité. Les cours d'allemand n'étaient qu'une partie de cela. Il y avait aussi des soins médicaux, une alimentation suffisante dans la mesure du possible, un traitement équitable. Ce n'était pas un paradis. C'était toujours un camp de prisonniers de guerre, mais c'était un camp où les hommes étaient traités comme des êtres humains. Les académies militaires modernes étudient le Stalag 326 comme une étude de cas.
au US Army War College en Pennsylvanie. Il existe un cours sur le traitement des prisonniers de guerre qui analyse l'approche de Hartmann. La leçon: le respect des prisonniers n'est pas une faiblesse. C'est une force, c'est ce qui nous distingue de nos ennemis. Et cela fonctionne pratiquement. Les prisonniers bien traités coopèrent davantage, se rebellent moins, survivent mieux. Mais peut-être que la leçon la plus importante est personnelle. Ivan Petrov a écrit en 2005, 2 ans avant sa mort, dans une lettre à la fille de Müller: « Votre père m'a donné plus qu'une langue, il m'a donné de l'espoir. Dans la période la plus sombre de ma vie, quand je croyais que le monde n'était que violence et haine, il m'a montré quelque chose de différent. Il m'a montré que l'éducation peut être un pont entre des ennemis, qu'un professeur est plus puissant que 1000 soldats, parce que les soldats tuent, mais les professeurs créant, ils créent la compréhension, ils créent l'avenir. » Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Le fait que des ennemis soient devenus professeurs et élèves, la puissance de l'éducation, même en captivité? Mes spectateurs ont partagé d'incroyables histoires de famille, des grands-pères qui étaient dans des camps, des amitiés inattendues, des lettres trouvées dans des greniers. Partagez l'histoire de votre famille ci-dessous. Chaque commentaire est un morceau d'histoire que nous sauvons ensemble. Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous, que nous tirions des leçons du passé, que nous comprenions. L'humanité est toujours un choix, même dans les circonstances les plus impossibles.